Alors, je commence par remercier le public présent et celui dans le futur qui va participer au replay. Et bien sûr, je participe, je participe. Je remercie Luc Marie d'avoir bien voulu venir à OVNI Paris pour nous présenter ses idées qu'il a publiées dans un livre que je montre ici, qui s'appelle Les ovnis viennent-ils du futur? C'est d'ailleurs le titre de notre émission d'aujourd'hui. Je vais dire juste deux mots rapidement sur OVNI Paris. OVNI Paris, c'est tous les mois une conférence avec un nouveau conférencier. Enfin, certains reviennent plusieurs fois de suite, plusieurs fois dans l'année ou au fil des années, pour essayer de couvrir le maximum de sujets ufologiques. L'ufologie, c'est immense, ça touche à tout. Ça peut toucher au paranormal, ça peut toucher l'astronomie. Enfin, j'arrête, ça touche absolument à tout. Et on n'avait jamais jusqu'ici parlé réellement sérieusement de cette hypothèse, les ovnis viennent-ils du futur? C'est une hypothèse qu'on a effleurée assez souvent, mais ça n'a jamais été traité. Donc encore une fois, je remercie Luc Marie de son livre et puis de cette conférence qu'on va avoir. Voilà. Luc Marie, notre conférence ce soir, je dirais que tu es parisien, né à Paris, donc je veux dire que, mais ce qui était l'intérêt, c'est que si on avait, je fais une petite diversion, si on avait une salle, puisque pour l'instant on fait nos conférences par Zoom, euh, avec l'Internet, avec l'informatique, mais on va essayer de revenir à faire des conférences en présentiel, et donc ça aurait été assez pratique, bien sûr. Ça sera bientôt le cas, j'y travaille, et je pense qu'en décembre, on pourra faire notre première conférence en présentiel de nouveau. Alors Luc Marie, il est historien et écrivain. Tu as écrit de très nombreux ouvrages historiques. J'en ai quelque part une illustration là. Par exemple, aussi, tu as écrit sur des personnalités comme Elon Musk, comme, je pense, notre cosmonaute français. Voilà. Thomas Pesquet, oui, qui n'apparaît pas là, mais bon. Non. En, en 2024, j'ai fait une biographie sur Thomas Pesquet à l'issue de ses deux grands voyages spatiaux, puisqu'il a passé 400 jours dans l'espace à la faveur de deux grandes missions spatiales. Et donc, Exact. je me suis intéressé au New Space, à cette renaissance de la conquête spatiale qui existe depuis 2000, on pourrait dire 2021, l'Odyssée de l'espace 2. Et puisque Elon Musk a peut-être des défauts, mais il a cette qualité d'avoir relancé la conquête de l'espace, d'avoir réveillé le rêve interplanétaire. Et en Et cela, de toute avec, façon, en cela, et c'est avec, déjà un personnage historique. et avec des résultats concrets, vraiment. Alors, attends, Voilà. faut que je fasse. Et même s'il n'a pas révolutionné le voyage spatial, il a révolutionné le concept, la réutilisation des boosters, et, et puis il a démocratisé le voyage dans l'espace d'une certaine façon et relancé le rêve en mettant Mars au bout de ce rêve, puisqu'il veut transformer l'humanité en espèce multiplanétaire, dit-il. Exactement. Sinon, Alors, c'est extrêmement ambitieux et sans doute il ne le oui, fera pas dans les délais parce qu'il est célèbre aussi lui, pour lui, ou, lui ou ses pour successeurs, hein. mais, oui. Mais cette énorme fusée qu'il est en train de développer, qu'il appelle Starship, il y Oui. arrivera. Ça finira par marcher et ça sera un outil Ah, extraordinaire. et patience et persévérance, ce sont ses deux grands atouts, parce qu'il n'a jamais démissionné, hein. Dans les années 2000, entre 2005 et 2008, il perdait 100 000 dollars par jour pour lancer sa première fusée, la Falcon 1. Là, il y avait un de ses parents qui échouait à chaque fois au bout de 2 ou 3 minutes de vol. Il n'a jamais démissionné. C'est quelqu'un qui croit toujours en son avenir, qui croit en sa réussite. Et là, il est assez inébranlable de ce côté-là. C'est l'une de ses qualités, pourrait-on dire. Et il a Oui, finalement réussi à et puis décrocher maintenant, de gras. ce qui est bien, c'est qu'il semble se recentrer sur ses activités, là où il est vraiment bon et presque Voilà. indispensable, je dirais. Alors qu'en politique, bon, il aurait pu s'en... Je juge pas sur le fond, hein, mais sur la forme, il Oui. aurait mieux fait de s'absenter.
Alors le là, c'est débat. une impasse. C'est Dr. Ouais, Jekyll et Mr. Hyde. Autant ouais. euh, en matière technologique, c'est un visionnaire, autant en matière politique, c'est un réactionnaire, et c'est quelqu'un qui n'a pas des idées avant-gardistes, plutôt des idées Voilà, extrémistes. Voilà. voilà. Bon, Et ça, c'est on bien va... sûr. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, mais ça valait le coup de, voilà, de déborder un petit Là, peu. il y a un petit Donc, rapport. on va revenir sur nos ovnis, Oui. sur nos voyages dans des dimensions, peut-être le temps, voilà. Donc, je vais te laisser la parole. Puis, je pense qu'on va prendre un format assez simple. Tu fais ta conférence. Bah, si tu veux, on peut te poser des questions en même temps, mais je préfère peut-être qu'on Oui, fasse la oui, oui. conférence. Et puis après, des questions. Hein? Conférence, c'est un bien grand mot. Hein. Speech. Ton speech, ouais. Comme tu veux, comme tu Bah, veux. C'est à mais toi de bon, jouer. cela étant, je n'ai bon, rien préparé en tant que conférence en tant que telle. C'est un débat à bâton rompu, hein, quand même. Cela Ah oui, étant, les ovnis, pour moi, c'est un problème crucial. C'est même le problème central de l'humanité d'aujourd'hui. Hein, s'il y a et je pense, je ne m'intéresse pas au paranormal à proprement parler, mais les ovnis, je considère que ça ne fait pas partie du paranormal. Ça fait partie des phénomènes inexpliqués et inexpliqué, et depuis quelques années, inexpliqué. Et le jour où on saura ce que sont les ovnis, parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est, hein, moi, je fais une hypothèse seulement dans mon livre, hein, c'est sous forme interrogative et non pas sous forme exclamative. Hein. Le jour où on saura ce que sont les ovnis, ça révolutionnera notre appréhension du monde, notre appréhension de l'espace, notre appréhension du temps, notre appréhension des autres aussi, et ça ébranlera nos certitudes, mais ça aura des répercussions dans toutes les sphères de la connaissance, aussi bien en matière sociologique qu'en matière philosophique, qu'en matière scientifique et religieuse aussi. Donc ça d'accord. a des implications énormes. Énormes, et C'est voilà bien. pourquoi les gens sont passionnés sur les ovnis, parce que qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, ils vont révolutionner l'histoire du monde. Et si tant est que ce soit une entité dite extraterrestre, pour la première fois, l'histoire de l'humanité, enfin, l'humanité ne sera pas la seule à connaître, enfin, elle sera obligée de conjuguer son histoire avec une autre civilisation. Ce sera la confrontation avec une autre intelligence. C'est absolument extraordinaire. C'est bon. Absolument. Et c'est bien de le dire parce que assez, c'est assez rare que les conférenciers, justement, mettent les enjeux, parlent de cet enjeu. Ouais. Voilà. Donc les enjeux sont capitaux. Et moi, alors, je voulais dire, on a beaucoup d'a priori hein, sur les ovnis. Alors, il y a des gens qui voient des ovnis partout, des extraterrestres partout, la théorie des anciens astronautes. Moi, je ne suis pas comme ça. Dans la plupart des cas d'ovnis sont explicables. 96% des observations sont explicables. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les 3 ou 4% d'inexplicables. Parce que sinon, on explique 96% des cas suite à des confusions avec des ballons sondes, des satellites, des retombées de fusées, etc., des nuages lenticulaires, des phénomènes naturels connus ou un peu bizarres. Et puis il y a des gens aussi qui mentent. Il y a beaucoup de canulars dans le domaine ufologique, hein, comme Adamski, comme Raël, etc. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui font du tort à ceux qui voient réellement des objets. Parce que moi, je crois à la réalité du phénomène ovni, c'est-à-dire un phénomène, qu'est-ce qu'un ovni? C'est une lumière dans le ciel qui apparaît usinée, enfin une lumière qui apparaît artificielle et qui réagit à la présence humaine, qui est douée d'un comportement intelligent. Quand je dis doué d'un comportement intelligent, ça veut dire qu'un ovni qui change de direction, c'est plus une météorite. Qui change de direction à angle droit, c'est plus une météorite. Un ovni qui se déplace à 10 000 km/h au-dessus du territoire des États-Unis, ce n'est plus un phénomène naturel. Bon. Et, et donc, il y a une triple réalité quand on regarde les ovnis. Il y a depuis 2021, d'ailleurs, les États-Unis ont confirmé qu'il y avait véritablement des phénomènes qui défiaient la raison, qui défiaient les lois universelles de la physique. Donc, on se demande ce que sont ces ovnis. Et c'est là, alors, une triple réalité à la fois. Donc, c'est certain qu'ils existent. Ce qui est certain aussi, c'est que c'est pas d'origine naturelle, c'est artificiel. Et ce qui est certain, c'est que c'est inconnu, inconnu des grandes puissances. Toutes les grandes puissances s'interrogent, aussi bien les États-Unis, les Russes, aussi bien les Américains, les Russes,
les Chinois, que les Français, ou les Allemands, ou les Japonais, ou encore les Argentins, toutes les grandes puissances s'interrogent sur la nature exacte du phénomène ovni. Donc ce n'est pas terrestre, tout au moins de notre temps. Voilà. Et alors, quels sont... Alors moi, ici, j'avance une hypothèse qui est digne de la science-fiction, parce que, en fait, mon livre est un peu complexe, parce que j'explique l'improbable, que sont les ovnis, par l'impensable, qu'est le voyage dans le temps. Donc il y a deux problèmes. Les ovnis, c'est un problème, et le voyage dans le temps, c'est difficile à concevoir. Parce que le voyage dans le temps, ça veut dire qu'ils viennent d'une époque qui n'existe pas encore. Pour le commun des Oui, mortels, se dire ça vient d'un futur, mais d'un futur qui n'existe pas encore, c'est difficile à assimiler dans notre expérience quotidienne. Parce que dans notre expérience quotidienne, le passé est complètement terminé et le futur n'est pas encore arrivé. Donc, ça remet en question beaucoup de choses déjà sur le plan philosophique et physique, etc. Bon, alors, comment j'en suis arrivé là? Parce que la plupart du temps, on se dit les ovnis, quand on parle d'ovnis, dans les cafés, dans les brasseries, dans les dîners, etc., les gens disent tout de suite, ah oui, les ovnis, ils associent ça immédiatement aux extraterrestres. Non, ce sont deux problèmes différents. On peut croire à la réalité ufologique, c'est-à-dire au fait qu'il y ait des lumières nocturnes, des lumières diurnes qui jouent avec nos avions civils et fuient devant nos avions militaires. Et on peut croire aussi à une vie extraterrestre sans relier forcément les deux questions. Hein, parce que ouais. l'univers grouille probablement de vie extraterrestre. Quand je dis ça, c'est pas mon hypothèse. C'est la C'est science qui. probable. C'est la science et l'astrophysique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phénomène unique dans l'univers. Ce qui se produit une fois se reproduit. Maintenant, on sait comment la vie est apparue sur Terre, ou presque. On sait que si les conditions sont réunies, si la planète si la planète se situe à telle distance de son étoile, si elle a telle masse et telle atmosphère, et si elle possède un océan, la vie a des chances d'apparaître. Et sur Terre, la vie serait apparue à peu près 500 millions d'années après la formation de notre planète. 500 millions d'années, c'est-à-dire il y a déjà 4 milliards d'années. Et elle a accouché de l'homme, mais au bout de 4 milliards d'années, parce que si on déroule toute l'histoire de la Terre sur un an, l'homme serait né le 31 décembre à 23h30. Et l'ère chrétienne, dans tout cela, serait apparue à une minute, à minuit moins une. Donc on est vraiment perdu dans l'échelle du temps. Donc on apprend en science que nous ne sommes ni au centre de l'espace, ni au centre du temps. Mais avant d'en venir au temps, j'en viens un peu, je parle un peu des extraterrestres, de l'hypothèse extraterrestre, donc, parce que l'hypothèse extraterrestre, je ne la rejette pas. C'est une possibilité. Pourquoi pas? Mais il y a quand même l'obstacle des distances. L'obstacle des distances. Vous savez, le Soleil est une étoile. Qu'est-ce qu'une étoile? Une étoile, c'est un objet lumineux qui diffuse de la lumière grâce à ses réactions thermonucléaires en son sein. Si le Soleil brille, c'est parce qu'il consomme son hydrogène toutes les secondes, qu'il transforme en lumière. Et cet hydrogène n'est pas éternel. Un jour, il s'éteindra, comme toutes les étoiles que vous voyez dans le ciel. Mais la plus proche étoile est à 4 années-lumière. 4 années-lumière, ça paraît à la fois très près et très loin. Pour nous, en tant qu'humains, c'est très loin. 4 années-lumière, c'est 40 000 milliards de kilomètres. Exactement. C'est-à-dire que une année-lumière, ce n'est pas une unité de temps, c'est une unité de distance. C'est la distance que franchit la lumière en un an. Alors, soit dit, un tout petit peu moins de 10 000 milliards de kilomètres, enfin en arrondissant. Mhm. La plus proche étoile est à 4 années-lumière. C'est Alpha du Centaure. D'ailleurs, c'est un système triple. Alpha du Centaure, Bêta du Centaure et Proxima du Centaure. 3 étoiles qui gravitent autour d'un centre de gravité commun. Donc, autour d'elles, il ne va pas y avoir véritablement de planète habitable. Déjà, bon. Et Alors, on ne sait si pas, attention. Il y a eu peut-être des découvertes récentes. Il y a des découvertes récentes autour de Proxima du Centaure. bon, c'est vrai que l'univers a plus d'imagination que les humains. C'est vrai qu'il a plus d'un tour dans son sac. Bon. Mais donc, si on comparait le Soleil, qui est une étoile comme toutes celles qui gravitent, qui composent notre galaxie, la Voie lactée,
par exemple, à une orange, la Terre serait à peu près à 7 mètres 50 de l'orange et aurait la taille d'une bille, et même d'un petit noyau de cerise même. Et puis Pluton, la dernière planète, qui n'est plus une planète d'ailleurs, mais peu importe, sera environ à 400 mètres de la dite orange, et Alpha du Centaure sera encore à 2000 km de l'orange, Ouais, à cette ouais. échelle. Et notre galaxie excédera encore les 60 millions de kilomètres. Quant à l'univers observable, ces dimensions seront encore infinies, enfin, sont encore astronomiques, bon, plusieurs milliards de kilomètres sans doute. Bon, alors, euh, donc nous sommes perdus, nous, le Soleil et son cortège de planètes, nous sommes perdus à l'extrémité de la Voie lactée, dans une petite région où il y a très peu d'étoiles, toutes les 5 années-lumière, et nos sondes les plus lointaines qu'on a envoyées il y a 40 ans, les sondes voyageurs et pionniers, ont franchi seulement quelques centaines de mètres, pourrait-on dire, à cette échelle. C'est-à-dire que là, actuellement, elle se trouve à 1 kilomètre du Soleil à la même échelle. 1 kilomètre sur les 2000 kilomètres qu'ils vont franchir. C'est-à-dire qu'elles mettront des milliers d'années, sans doute, à soulever les jupes des étoiles les plus proches. Donc, il y a un obstacle des distances. Cela étant, je sais que la science peut progresser très vite. Il y a encore 5 siècles, on mettait 3 mois à franchir l'Atlantique. Et puis il y a eu le Concorde en 1969, 3 heures au lieu de 3 mois. Qui aurait pu l'imaginer au temps de Christophe Colomb, qu'on franchirait Mhm. l'Atlantique en 3 mois, en 3 heures. Donc, dans 3 siècles, on sera peut-être capable de franchir les espaces interstellaires avec des technologies encore inconnues aujourd'hui. Mais en l'état actuel des choses, les distances interstellaires constituent un obstacle technologique. Et puis en plus de ça, avec les ovnis, il y a aussi trop de descriptions d'humanoïdes. Il y a beaucoup de canulars, il faut dire. Mais on dirait que toute la galaxie s'est donné rendez-vous sur Terre, quoi. Ils Oui, sont il y a un tous là en train de bestiaire, nous observer. il y a un bestiaire Oui, un espèce extraordinaire. de bestiaire. Ouais, alors faut quand même pas exagérer. On est quand même dans une région très isolée de la Voie lactée. Même s'il existe peut-être plusieurs centaines de civilisations galactiques, elles ne connaissent pas toute notre existence, vraisemblablement. Peut-être qu'une ou deux civilisations connaissent notre existence. Mais on ne les intéresse pas outre mesure. S'ils accusent plusieurs centaines d'années d'avance sur nous, on ne les intéresse pas. Je ne vois pas ce qu'ils feraient depuis des siècles à nous observer. Bon, enfin bon, ça c'est subjectif peut-être. Bon, maintenant, pourquoi j'ai opté pour le voyage dans le temps? Mais Alors, le voyage dans le temps, juste une chose, te mets ah, pas trop près de l'écran quand même. Ouais, c'est bien mais là. là, Là, c'est bien. je vais m'éloigner là, de l'écran. C'est Oh, relatif. mais ouais. Voilà. Bon, alors, déjà, alors je me suis intéressé au voyage dans le temps parce que déjà, je suis historien et donc, moi, un de mes rêves les plus fous, c'est de voyager dans le temps, c'est d'interviewer Napoléon Ier, Hannibal, ou Vauban, ou Nicolas II, les personnages sur lesquels j'ai écrit, quoi. Bon, déjà, euh, pour les historiens, ce serait formidable d'avoir une machine à explorer le temps. Bon, bon. Et Jules Verne disait, tout ce que les hommes ont rêvé, d'autres le réaliseront un jour. Bon, donc je pense qu'un jour ou l'autre, on sera capable de remonter le cours des siècles. Et si un jour on est capable de remonter le cours des siècles, qu'est-ce qui ressemble le plus à une machine à explorer le temps? C'est l'OVNI. Ben oui, puisque par définition, dans l'avenir, que ce soit en l'an 5000, en l'an 10 000 ou en l'an 15 000, si un jour on remonte au XXe siècle ou au XXIe siècle, on les voit déjà. Ils sont déjà là. Ils font partie de l'histoire. Hein, le passé est déjà modifié. Bon, ça c'est encore une pirouette. C'est le fameux paradoxe temporel Oui, ça permet de qu'adorent l'éviter, oui. Oui. les auteurs de science-fiction. Alors, les raisons pour lesquelles j'ai opté pour le voyage dans le temps. D'abord, dans mon livre, je dis, il y a un chapitre consacré à l'histoire des ovnis. Parce que officiellement, les ovnis, on en a observé depuis 1947. 1947, avec Kenneth Arnold, et puis c'est l'année du crash de Roswell. Officiellement 47. Alors 47, c'est aussi le début de la guerre froide. Alors, est-ce une coïncidence ou pas? Moi, je dis non. Non, je dis si que c'est une coïncidence. Mais les premiers ovnis, donc, ont été. Mais on n'y croyait pas à l'époque parce qu'on disait non, non, derrière l'épisode vert se cachent les grands hommes rouges, c'est-à-dire les communistes. Hein. On voyait un coup des Russes derrière cela.
Donc, à l'époque, tous ceux qui voyaient des ovnis étaient un peu tournés en ridicule. Bon, alors, je dis dans mon livre que le phénomène est bien antérieur au XXe siècle, bien antérieur à 1947. On a observé aussi les fameux Foo Fighters pendant la Seconde Guerre mondiale, ces petites boules là qui suivaient les bombardiers. Et puis, en histoire, j'ai répertorié un certain nombre de témoignages remontés à l'Antiquité gréco-romaine. Des témoignages de Pline Mhm. l'Ancien, de Sénèque, etc. Et même dans les annales des moines qui couvraient les campagnes de Charlemagne en Saxe, euh, on a observé des phénomènes bizarres dans le ciel. Alors ça va des navires du ciel de Sénèque, euh, aux poutres, aux disques volants, aux disques d'airain, des disques d'airain qui survolent certaines batailles, par exemple, ou chapeau volant de la Renaissance à Tübingen. Les chapeaux volants, c'est toujours un peu la même forme d'ailleurs, ouais. Et toujours un peu les mêmes mouvements, ou encore des dirigeables qui ont été observés aussi, des espèces de cigares volants à la fin du 19e siècle. Et donc, cette similitude de forme et de mouvement, cette permanence historique, pour moi, sans qu'il y ait d'intervention, il n'y a jamais d'intervention, c'est toujours furtif, quelques minutes, quelques secondes, il n'y a jamais d'interaction avec, pour moi, comme s'il s'agissait d'un tourisme temporel. Voilà. Mhm. Donc, ils nous observent sans intervenir. Et d'ailleurs, c'est ce que je ferais, moi, hein, si j'étais à leur place. Hein. Je survole la bataille de Waterloo, je n'interviens pas. Je regarde comment ça se passe. C'est un travail d'historien, mais je ne vais pas m'amuser à dire à Grouchy d'arriver avant Blücher pour changer l'épilogue de la bataille de Waterloo et transformer Napoléon Ier en vainqueur de Waterloo. Non, laissons l'histoire là où elle est. Même chose pour la Shoah. Je ne libérerai pas Auschwitz en 1943. Je laisserai les choses faire. Non, non, il faut rien toucher au passé. Mais l'observer en revanche, pourquoi pas? S'en informer. Donc, il y a cette permanence historique. En plus, il y a aussi le principe sacré de la non-intervention, que j'évoquais tout à l'heure, le fait qu'il s'agisse d'une technologie avant-gardiste, traduisant un bon civilisationnel, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, enfin, l'un des témoignages les plus troublants pour moi, c'est celui du Nimitz. Vous en avez entendu parler du Nimitz? Oui, bien sûr. L'incident Nimitz. Oui, oui, tout ça avec les fameux tic-tac en même temps. Voilà. C'est-à-dire, là, pour moi, c'est le témoignage le plus crédible de l'ufologie. Le plus récent, le plus crédible, parce qu'il y a Oui. 4 pilotes appartenant à la marine américaine qui ont décollé du porte-avions nucléaire Nimitz, enfin, je dirais enfin, j'en parlerai plus tard parce que le Nimitz a été aussi Un film. enfin, le sujet d'un film qui parlait d'ailleurs de voyage dans le temps. Alors, Oui, dans le temps, il est, absolument, oui, avec les Japonais voilà, qui sont très surpris d'arriver sur un porte-avions voilà, nucléaire américain. il se retrouvait la veille de l'attaque de Pearl Harbor. Bon, passons, mais enfin, c'est une coïncidence, et peut-être que non. Et donc les deux F-18 se sont approchés de cet objet bizarre en forme de tic-tac, complètement lisse, d'un blanc immaculé, sans aspérité, sans empennage, sans hublot, et qui était stationnaire au-dessus de l'eau, à une quinzaine de mètres au-dessus de l'eau. Mais auparavant, les radars l'avaient repéré aussi. Les radars l'avaient repéré et avaient même repéré une flottille d'ovnis euh, dérivant à environ 8500 pieds de la mer. Mhm. Une escadrille d'ovnis enfin une escadrille d'objets qui évoluait à peu près à 200 km/h. Donc 200 km/h, c'est trop peu pour un jet et c'est trop rapide pour un vol d'oiseau. Et surtout à cette Oui. altitude. Et- Et tout d'un coup, ils sont tombés, en l'espace de quelques secondes, ils sont tombés de 8500 pieds à 30 pieds. mhm. Comme ça. En quelques secondes, en une fraction de seconde. Et donc, ils ont dépêché 2 Tomcat, non, deux F-18 sur place. C'est pas Oui, des Tomcat, peu importe. Et donc, les pilotes se sont rapprochés doucement en descendant, en suivant une trajectoire en forme de spirale vers l'OVNI en question. Et quand l'OVNI qui était stationnaire les a aperçus, il a fait exactement le chemin inverse en spirale et il est remonté, lui. Donc, lorsque le F-18 descendait, l'autre remontait. Donc ça, c'est pas un phénomène naturel qui peut faire ça.
Et c'est pas non Non. plus un drone de 15 mètres de diamètre, de 15 mètres de long, 4 mètres de diamètre. Là, visiblement, c'est téléguidé. Téléguidé ou piloté. Ou piloter, oui. Piloté par qui? Nous n'en savons rien. Mais pas par les Américains, qui sont pourtant à la pointe, ni par les Chinois à l'époque en 2004, hein, et encore moins par les Russes. Euh, les Russes n'ont pas de technologie avancée comme cela. Et puis en 2004, tout allait bien entre la Russie et les États-Unis. Hein, nous étions quelques années après la chute du mur de Berlin. Mais la nouvelle guerre froide n'était pas renée de ses cendres. Bon. Alors, donc, c'est une technologie avant-gardiste qui semble défier les lois de la physique. Si ce n'est pas extraterrestre, c'est quoi? Donc, pourquoi pas une technologie venue du futur? Voilà, venue du futur. Et d'ailleurs, les appareils de 2040-2050 seront peut-être des appareils qui ressemblent quelque peu aux ovnis actuels, hein, sans ailes, sans empennage. Les savants travaillent là-dessus. Ils s'inspirent quelque peu d'ailleurs des ovnis. C'est le futur qui influence le passé, là, pourrait-on dire aussi. Donc, il y a cette permanence historique, il y a le principe de non-intervention, il y a la technologie avant-gardiste, il y a aussi les matérialisations et les dématérialisations soudaines dans notre atmosphère. On les voit rarement dans l'espace, les ovnis. Et puis, il y a aussi la morphologie des occupants, qui, d'après Michael Masters, ressemble à ce que pourrait devenir l'humanité d'ici quelques millions d'années. Par exemple, là, je vais lire ce que dit cet anthropologue. Ce que disait, c'est un anthropologue du Montana, ça remonte à avril 1919, il dit ainsi si nous continuons d'évoluer de la même manière que nous l'avons fait au cours des 6 ou 7 derniers millions d'années, depuis que nous avons commencé à marcher debout, notre neurocrâne va continuer à augmenter en taille et à devenir plus arrondi. Il ajoute si cela se confirme, nous ressemblerons probablement beaucoup à ce qui est couramment décrit dans les rapports d'OVNI, avec une grosse tête, des grands yeux, une mâchoire atrophiée, vous voyez. Donc, on va pas évoluer on ne sera pas des modèles d'esthétique hein, pour l'univers. Hein. Mais bon. Quelques millions d'années. Enfin bon, c'est relatif. Alors, l'atrophie de la mâchoire et les dents pourrait être due à des modifications génétiques. Les humains du futur n'auraient plus besoin de ces organes pour manger grâce à l'évolution technologique et au régime alimentaire artificiel. Cela aussi peut être lié à la réduction de la masse corporelle due aux changements environnementaux ou technologiques. Voilà ce que dit Michael Masters, qui est un des partisans, parce que je ne suis pas le seul, à être l'un des partisans du voyage dans le temps au sujet des ovnis. Voilà. Alors, il y a donc cette morphologie des occupants qui ressemble quelque peu à la nôtre, qui pourrait ressembler à la nôtre d'ici quelques milliers ou quelques millions d'années plutôt. Donc, ils proviennent d'un temps très très lointain. Donc, ils savent absolument pas, vraisemblablement, à quoi ressemble leur passé. Donc, c'est une enquête sur le passé, sans doute. Pourquoi la Terre est-elle devenue invivable, pourrait-on dire, dans le futur? Parce que ces extratemporels, peut-être, ne vivent pas sur Terre non plus. La Terre est peut-être devenue invivable. L'humanité, entre-temps, a peut-être évolué sur d'autres planètes proches. Hein, on peut imaginer ça aussi. Il y a plein de Les humains du combinaisons futur, possibles. ouais, les humains du futur ne viennent peut-être pas de la Terre. Ça, c'est possible aussi. Alors, il y a l'absence de comportement hostile parce que j'ai pas entendu de cas, mais c'est très rare où des ovnis aient tiré sur des avions ou des témoins. Il n'y a pas eu de mort d'homme ou de mort de femme suite à un contact avec des ovnis. Donc, a priori, ils ne sont pas hostiles, alors que l'hostilité pourrait être l'apanage des extraterrestres. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas des extraterrestres hostiles. Là, des voyageurs dans le temps, ça expliquerait un peu plus l'absence d'hostilité de ces personnages. Et puis, il y a aussi le respect de l'environnement terrestre. Visiblement, ils n'ont pas détruit, ils prélèvent des échantillons de terre, etc., mais ils ne détruisent rien. Ils n'ont détruit aucune ville, aucune habitation. Ils ne cherchent pas le contact ni avec le gouvernement, ni avec les masses, parce qu'aucun ovni, pour l'instant, n'a atterri sur une place publique comme la place de la Concorde, par exemple. C'est toujours dans des endroits retirés. Et dès qu'ils sont aperçus, ils se barrent. Donc, ils ne cherchent pas du tout le contact. Et je les comprends tout à fait. Bon, Il y a plein de parce que raisons. je ferais la Oui. même chose. Je ferais la même chose. Bon, je leur dis, hein, s'ils m'écoutent, continuez comme ça. Ils veulent pas attraper le Cela Covid. est. Voilà, en plein Covid. D'ailleurs, pendant le Covid, on n'en a pas aperçu. Je sais pas.
Alors, il y a ça aussi, et donc, alors, pour moi, donc, ce sont plus des, enfin, ils ont essayé peut-être aussi de nous mettre en garde, parce qu'il y a eu aussi des désactivations de missiles dans les années 60. Ils survolent beaucoup les sites nucléaires et militaires. Alors, veulent-ils nous envoyer un message? Mais toujours est-il que, pour moi, non, il ne s'agit pas d'envahisseurs, c'est plutôt des protecteurs, à la limite, des visiteurs que des envahisseurs. Voilà, des visiteurs plutôt que des envahisseurs. Ouais. Alors, veulent-ils nous protéger d'une menace future? Bien, ils le font mal s'ils veulent nous protéger. Ouais, il faut qu'ils soient plus clairs avec nous. Alors, bon, il y a tous ces témoignages ufologiques, et à côté, ce qui me fait opter pour le voyage dans le temps, c'est ce que dit la science aussi sur le temps. Le temps Ah, qui n'est pas le temps qui n'est pas linéaire, le temps qui serait élastique. Et là, tant la mécanique quantique que la mécanique relativiste nous enseignent que nous ne sommes pas au centre du temps, que au niveau de l'infiniment petit, le temps peut même se mettre à rebours, et avec l'intrication quantique, qu'il y a différents référentiels dans le temps, et surtout au niveau de la cosmogonie, au niveau de, à l'échelle du cosmos, le temps est fonction de la vitesse et de la gravitation. De la vitesse, c'est-à-dire vous avez entendu parler de cette histoire des jumeaux de Langevin, oui, c'est-à-dire absolument, qu'à oui. une certaine Mais vas-y. vitesse, on a remarqué ça avec les horloges atomiques, même à une petite vitesse, les horloges atomiques embarquées à bord des Boeing, et ben, celles qui sont embarquées à bord des Boeing et celles qui restent au sol marquent, il y a un certain différentiel de quelques millionièmes de seconde, mais celle qui est embarquée à bord du Boeing, c'est une expérience qui remonte, je crois, à 1971, a marqué un certain retard par rapport à l'horloge atomique qui était restée sur Terre. Les Ouais. particules accélérées aussi vivent plus longtemps que les particules qui ne sont pas accélérées. Et on Alors, prétend que évidemment, les horloges atomiques des satellites de GPS doivent être recalées régulièrement à cause voilà, de c'est ça. ça. Donc, le temps, visiblement, n'est pas linéaire. Ce n'est pas une flèche. C'est une flèche pour notre quotidien, parce que le temps est très familier et en même temps très étrange. Tout le monde sait, tout le monde subit l'influence du temps. Le temps transforme tout. Il peut transformer des montagnes en vallées. Euh, le Sahara, il y a 5 millions d'années, c'était une mer. Il y a la dérive des continents. Euh, les baleines, autrefois, c'était des mammifères terrestres, qui sont devenus des mammifères marins. Ouais. Et donc tout se transforme avec le temps. Mais le temps, on ne sait pas ce que c'est, on en voit seulement la métamorphose du temps. Bon, là, bon. C'est comme les dinosaures. On dit qu'aujourd'hui, les lointains descendants des dinosaures sont les oiseaux. Ouais. C'est un peu curieux de voir que le temps a transformé les tyrannosaures en rouge-gorge. Mais bon. Bon. Mais c'est peut-être pas les ancêtres des rouges-gorges, des tyrannosaures. Oui, Il y en a peut-être d'autres un peu plus mais bon, petits. oui, peut-être. Oui. Mais là, c'est en franchissant les étapes, je dis en franchissant les étapes. Mais le temps transforme tout, donc. Mais on mesure la durée. Quand on parle du temps, c'est plutôt on mesure des intervalles, mais on ne sait pas ce qu'est le temps lui-même. On sait ce qu'il n'est pas, mais on a du mal à définir le temps. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est fonction de la vitesse. Enfin, alors, vous connaissez cette histoire des jumeaux de Langevin, là, j'apprends rien, c'est-à-dire qu'un astronaute qui s'embarquerait à bord d'un vaisseau spatial et qui laisserait la Terre, par exemple, en 2030, on imagine un voyage vers Alpha du Centaure qui dure 8 ans. Hein, qui dure 8 ans, mais à bord du vaisseau, ça ne durerait pas 8 ans, ça durerait seulement 2 mois. Mhm. 2 mois parce qu'à bord du vaisseau, le temps se dilate. Il s'écoule de plus en plus lentement. Donc les 8 ans, c'est pour ceux qui sont restés sur Terre. Alors, d'ailleurs, lorsque vous regardez l'univers, là je fais un aparté, mais lorsque vous regardez l'univers, vous regardez jamais l'univers tel qu'il est maintenant. Je disais, je parlais des étoiles tout à l'heure, d'Alpha du Centaure. Là, j'en parle beaucoup d'Alpha du Centaure ce soir, mais quand vous regardez cette étoile qui se situe à 4 années-lumière, vous la voyez telle qu'elle était il y a 4 ans. Sirius, qui est à 8 années-lumière, vous la voyez telle qu'elle était en 2017, au moment de Et oui, l'élection de Macron. il y a peut-être des étoiles qui ont explosé et dont on ne voit pas encore la lueur d'explosion. Voilà. Mhm. Par exemple, Eta Carène, c'est une étoile, je crois qu'elle est à 90 années-lumière, là j'en suis pas tellement sûr, mais
et qui est sur le point d'exploser, de devenir une supernova. Et si elle explose maintenant, on le saura dans 90 ans. Il y a toujours un décalage. Alors, la dernière supernova qui a été observée sur Terre, c'était en 1604, sous le règne d'Henri IV. Et en 1604, mais cette étoile était située à 20 000 années-lumière. Donc, en fait, l'explosion avait eu lieu, l'agonie de l'étoile avait eu lieu 20 000 ans plus tôt. Et on a observé seulement dans le ciel 20 000 ans après. Donc, il y a toujours un décalage. Et ça, donc, rien qu'en regardant le ciel, vous regardez une machine à remonter le temps. Bon, ça, c'est une parenthèse, mais c'est assez poétique. Bon, voilà. Cela étant, donc la vitesse, le temps est fonction de la vitesse, d'après la théorie des jumeaux de Langevin. Et surtout le temps. Alors, dans mon livre, là, je consacre tout un chapitre là-dessus. Le temps est fonction de la gravité, le concept de gravité. Parce que le temps, en fait, c'est une grandeur qui est indissociable de l'espace et de la matière, et serait la quatrième dimension d'un espace courbe et fini. C'est-à-dire que euh, dans l'espace, que ce soit les étoiles, les planètes et même les astéroïdes, tous ces objets célestes déforment localement l'espace. Il faut se représenter l'espace-temps d'ailleurs comme une espèce de membrane élastique, que les objets déforment d'autant plus qu'ils sont massifs. Alors, le Soleil, par exemple, il déforme l'espace, il crée une dépression, c'est-à-dire que le Soleil n'attire pas la Terre, mais la Terre est prise dans la dépression créée par le Soleil. C'est ce que dit Einstein. Donc, il n'y a pas de force mystérieuse qui attire la Terre. Ouais. La Lune n'est pas attirée par la Terre crée une dépression dans l'espace-temps dans laquelle est prise, dans laquelle gravite, circule plutôt, la Lune. Il a inventé cette théorie pour faire coïncider la vitesse limite de la lumière. Rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et en même temps, on avait l'impression que la gravité, c'est pas qu'on a l'impression, on la regarde, on a l'impression qu'elle est instantanée. Et pour pouvoir faire coïncider les deux, il a déformé l'espace. Il a dit que la masse déforme l'espace et on arrive, les deux théories se rejoignent. C'est C'est ça. assez génial. Alors, dans mon livre, ouais, les voyageurs, enfin, les ovnis viennent-ils du futur? Je m'intéresse particulièrement aux trous noirs. Alors, les trous noirs, ce n'est plus un mystère. Ça alimente beaucoup de fantasmes, mais ce n'est plus un mystère. On sait que ça existe, on en a repéré, mais par définition, on ne les repère pas directement, on les repère indirectement, car ils se manifestent en arrachant littéralement la matière des étoiles qui tournent autour. Parce qu'en général, vous savez, bon, là je vais devoir faire un cours d'astronomie. En général, les trous noirs, ce sont des cadavres d'étoiles. Les trous noirs stellaires, ce sont des cadavres d'étoiles et qui proviennent de l'implosion ou de la contraction d'anciennes étoiles, et des étoiles qui se contractent sous l'effet de leur gravité, de leur propre masse. Elles se contractent d'autant plus qu'elles sont massives. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, une étoile, lorsqu'elle a épuisé complètement son carburant nucléaire, c'est-à-dire que lorsqu'elle a consommé tout son hydrogène, tout son hélium, tout son carbone, tout son oxygène, etc., et même jusqu'au fer, parce que tous les éléments sont créés dans les étoiles, ce sont des usines chimiques doublées de réacteurs nucléaires. Une fois que tout ça est épuisé, le feu nucléaire s'éteint, et comme le feu nucléaire s'éteint, l'étoile ne peut plus s'opposer à la gravité qui la comprime. Donc, j'espère que je suis clair. Donc, la gravité rétrécit d'autant plus l'objet céleste qu'il était massif. Et les trous noirs, ce sont des étoiles mortes, très denses. Il faut s'imaginer que si la Terre avait la densité d'un trou noir, elle ne serait pas plus grosse qu'une bille. C'est-à-dire que 1 centimètre cube de trou noir, c'est des milliards de tonnes. Et donc cette densité est extrême. Et à ce niveau de densité, le temps et l'espace ne sont plus les mêmes. Mhm. Car l'espace, la matière, courbe l'espace et déforme le temps. Et dans les trous noirs, le temps est tellement déformé que ces paramètres en sont inversés. Le passé devient du futur, le futur du passé. C'est-à-dire que si on était capable, voilà, d'entrer dans un trou noir et d'en ressortir, mais en tout cas, faut-il le faire,
on pourrait ressortir dans une région passée ou future de l'univers. Donc, je dis tout simplement dans ce livre, c'est qu'on n'a pas besoin d'inventer une machine à explorer le temps, elle existe déjà. L'univers a créé encore une fois, beaucoup d'imagination, il a créé ses propres machines à explorer le temps naturel. Les trous noirs. Alors, les trous noirs aussi, ce qui nous fait opter pour l'existence des trous noirs, c'est qu'on a observé des étoiles qui ressemblent fort aux trous noirs. Ce sont les étoiles à neutrons. C'est le stade qui précède l'étoile à neutrons. Les étoiles à neutrons sont aussi des étoiles mortes qui proviennent de la contraction d'anciennes étoiles, mais 2 fois plus massives seulement que le Soleil. Parce que pour les trous noirs, ce sont des étoiles qui faisaient au moins 3 fois la masse du Soleil. Sachant que le Soleil, là c'est un peu technique ce que je dis, peut-être, le Soleil, c'est quand même 1 million de fois la masse, c'est 300 000 fois la masse de la Terre. Oui. Donc un trou noir, c'est forcément 1 million de fois la masse de la Terre, concentrée dans un volume pas plus grand que quelques kilomètres de diamètre. Il faut s'imaginer un petit objet céleste pas plus large qu'un village du fin fond de la France, qui fait 1 million de fois la masse du Soleil, la masse de la Terre. Et donc, évidemment, la densité est telle que tout est bouleversé à ce moment-là. C'est-à-dire que on voit dans le film Interstellar, à un moment, 2 astronautes, parce que le cinéma est rempli d'exemples, 2 astronautes qui arpentent une planète où le temps est au ralenti, où on voit une immense montagne d'eau au loin, sur une planète qui gravite autour de Gargantua, une espèce de trou noir. Et là, ils subissent déjà les effets temporels. Ils marchent quelques heures sur cette planète, et lorsqu'ils réintègrent leur vaisseau après avoir marché quelques heures sur cette planète, eh bien, il s'est écoulé plusieurs années dans le vaisseau. Et oui, alors ça paraît étrange, mais c'est ce qu'on appelle l'étrangeté logique, parce que le voyage dans le temps, il transgresse peut-être les lois de la logique, mais pas de la physique. La physique, quand on aborde la physique quantique, la physique relativiste, il faut mettre sa logique de côté. La logique du bon sens, je veux dire. C'est Bachelard qui le disait aussi, l'obstacle épistémologique. Par exemple, aujourd'hui, il y a une résurgence du platisme. Des gens qui se réfèrent à leur seul bon sens. Ils disent, les Australiens peuvent pas marcher la tête en bas. Et pourtant, la Terre est bien ronde et les Australiens marchent bien la tête en bas. Ça paraît étrange, mais ils marchent bien la tête en bas. Ça, c'est la gravité. Bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour appréhender le voyage dans le temps, il faut faire une seconde révolution copernicienne. Copernic a dit, nous ne sommes pas au centre de l'espace. La Terre est une planète comme les autres, qui circule autour du Soleil. Il ne parlait pas de gravité à l'époque. Le temps de Copernic, c'était en 1543. Aujourd'hui, avec la mécanique quantique, l'intrication quantique, etc., les théories de Costa-de-Burgard, etc., on peut dire que nous ne sommes pas non plus au centre du temps. Il faut s'imaginer le temps, enfin le futur, le passé, le présent, comme 3 dimensions parallèles qui n'existent pas en même temps, mais à la fois. C'est-à-dire, l'alpinisme représente le temps présent. Hein. Imaginez un alpiniste sur une montagne. Il n'a pas atteint le sommet de la montagne, il a quitté la vallée. L'alpinisme représente le temps présent. Il a quitté la vallée, mais la vallée, c'est pas parce qu'il a quitté la vallée que la vallée n'existe plus. C'est le passé. C'est pas parce qu'il n'a pas encore atteint le sommet de la montagne que ce sommet n'existe pas encore. Donc, le futur existe, le présent existe, le passé existe. Et ça, c'est difficile à intégrer dans nos esprits parce que nous sommes des êtres linéaires, pourrait-on dire. On ne peut pas concevoir être visité par nos arrière-petits-fils qui n'existent pas encore. C'est quand même difficile à admettre. On est des processus irréversibles. On avance dans le temps Voilà. et on Voilà. grandit et ensuite on se Donc, détruit. le principe d'irréversibilité du temps, c'est un principe qui est bien accroché dans notre quotidien. Le principe d'irréversibilité du temps, c'est l'un des derniers grands principes de l'humanité. Bon, et les auteurs de science-fiction jouent beaucoup avec cette dimension. Il y a énormément de films comme Terminator, comme Retour vers le futur, mais même ce qu'on appelle aussi les uchronies. Vous avez entendu parler des uchronies lorsqu'on veut modifier le temps. Alors le temps, ça pose aussi des problèmes philosophiques, évidemment. Si on peut voyager dans le temps, peut-on modifier le passé? Oui. Et doit-on modifier le passé?
Mais peut-être qu'on l'a déjà modifié. C'est pour ça que c'est notre présent, ce sera notre futur. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, il y a une théorie aussi, je crois que c'est la théorie du principe de cohérence de Novikov qui dit que le passé est autocohérent, et que la logique causale n'est pas violée. C'est-à-dire que la modification fait déjà partie de l'histoire. Oui. C'est-à-dire que peut-être que on ne pourrait pas empêcher, par exemple, le naufrage du Titanic. Et si vous préveniez le capitaine du Titanic, il ne vous croirait pas. De toute façon, l'univers s'arrangerait pour empêcher toute modification de l'histoire. Mhm. Donc, mais ça, on peut aussi imaginer aussi plusieurs histoires. Hein, plusieurs histoires. Une première histoire dans laquelle le Titanic ne coule pas. Ne coule pas à ce moment-là. Les 1500 passagers du Titanic auraient survécu. Et parmi ces 1500, destins en plus, quoi. Donc, ça va peut-être modifier l'histoire du monde. Mais alors, Mais si bon. ton hypothèse est compatible avec celle des univers multiples, il y a plusieurs Là, oui, branches. Mhm. mais là, je n'en sais rien. Là, ce sont des hypothèses. Moi, j'opterais plutôt pour une seule histoire. C'est-à-dire que les ovnis, déjà, font partie de notre histoire. Ils font déjà partie, on a déjà observé des ovnis tout au long de notre histoire. Ils ont déjà modifié quelque part notre histoire. Ne serait-ce que, tiens, en 776, ils ont survolé, enfin, deux boucliers d'airain ont survolé la bataille de Sigisbourg. La bataille de Sigisbourg, c'était les Francs qui étaient assiégés par les Saxons. Et quand les Saxons ont vu ces deux boucliers apparaître, soudainement dans l'atmosphère, ils ont pris peur, ils ont détalé, tant et si bien que les Francs de Charlemagne ont été sauvés ces deux, par l'apparition de ces deux ovnis. Alors ont-ils modifié l'histoire pour autant? De toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose, même si les Francs avaient perdu cette bataille. Bon, c'est pas un événement clé de l'histoire de Charlemagne. Voilà. Mais non, il n'y a pas d'intervention vraiment mentionnée. Il n'y a pas de tentative de correction de l'histoire, a priori. Enfin, pas officiellement. Mais évidemment, ça pose beaucoup de questions. Et c'est dans ça que c'est intéressant. Donc voilà, donc je voulais dire que en, en ce qui concerne ma thèse, là, ma thèse, c'est un bien grand mot, mon hypothèse sur les ovnis, donc le fait est qu'il y a des indices, comme la permanence historique, comme la non-intervention, comme l'absence d'hostilité, comme la morphologie des occupants. Et puis, il y a aussi ce que dit la science d'aujourd'hui, qui nous dit que le temps n'est pas ce que l'on croit. Hein, et que le temps est encore une dimension inconnue et qui est riche d'exploration au futur. Bon, et beaucoup, enfin, il y a eu beaucoup de fantasmes aussi là-dedans, des, des gens aussi qui prétendent venir du futur. Là, je vois ça sur TikTok ou je ne sais où, là, de l'année 2749, et c'est toujours des témoignages un peu simplistes. On croirait des mauvais romans de science-fiction, quoi. C'est pas. Ouais. En général, ce qu'ils nous racontent du futur, c'est toujours, on croirait une mauvaise BD de science-fiction. C'est, c'est pas inimaginable, quoi. Des cités flottantes dans l'espace. Bon, je sais pas quoi. L'intelligence artificielle qui domine tout. Bon, les gens qui sont télépathes. Bon, passons. Mais le futur, à mon avis, est imprévisible et peut-être que le passé est encore plus imprévisible que le futur, mais bon, passons. Alors, donc voilà. Donc, c'est une hypothèse qui est riche, qui nous interroge, qui remet en question nos certitudes sur ce qui nous entoure, mais je n'ai aucune certitude là-dessus, hein, encore une fois. Moi, je suis historien, donc j'aimerais bien que ce soit cela, mais l'univers n'est peut-être pas ce que je pense. Je ne suis pas un scientifique, hein, non plus. Je suis un historien des sciences, et je me dis, quand on regarde l'histoire des ovnis, ben, ce n'est pas une hypothèse à exclure. Pour moi, il y a peut-être 3 chances sur 10 pour que ce soit possible. Et même si on prouvait que c'est possible, ça n'exclut pas pour autant l'hypothèse extraterrestre. On peut aussi combiner les deux. Pourquoi pas? Absolument, absolument. On peut aussi combiner les deux. L'hypothèse de la chrononautique, c'est un mot que j'ai inventé il y a 45 ans, de la chrononautique n'exclut pas l'hypothèse extraterrestre. C'est deux. Mais là, ce sont deux hypothèses fantastiques. Voilà. Et je pense que quand on s'interroge sur les ovnis, le fantastique
est possible. Le fantastique n'est pas à exclure. Hein. Et cette hypothèse est trop fantastique pour être fausse, pourrais-je dire. Donc, C'est une façon de voir. Mais voilà. Donc, parfois, il faut chercher pas forcément la solution la plus simple. Certes, alors ceux qui décrivent, il y en a qui disent oui, ce sont que des rapports de gens ou illettrés ou alcooliques, etc. Évidemment qu'il y en a. Des mythos, des canulars, évidemment qu'il y en a, mais s'il n'y avait que ça, il y a longtemps que le dossier ufologique serait refermé. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est sur les témoignages de pilotes de ligne, de pilotes de chasse, surtout ceux-là, parce que ceux-là, ce sont les plus crédibles, ils n'ont aucun intérêt à raconter de telles choses, ils peuvent se faire lourder. Donc, et d'ailleurs, les deux pilotes du Nimitz, ils ont raconté la chose seulement 13 ans après. Seulement ouais, 13 ans après. Donc, seul leur supérieur était au courant en novembre 2004 de cette ouais, parce que rencontre. tous les pilotes passent des examens régulièrement et si jamais ils ont le Oui, oui. malheur de raconter ce genre de choses, on peut les virer pour Donc, problèmes donc psychologiques. on ne s'amuse pas avec ça. Et donc, voilà pourquoi je ne me suis pas vraiment intéressé aux rencontres du troisième type, parce que là, il y a beaucoup de délire. Là, ce sont des rencontres du deuxième type, donc avec des notifications radar, des témoignages relevés par les pilotes. Mais dans les rencontres du troisième type, il n'y a pas de cas probant. Alors, il y a aussi un cas qui n'est pas explicable et qui a été quand même observé par 10 000 témoins, c'est les lumières de Phénix. Les lumières de Phénix, quand même, un énorme boomerang, là, qui a survolé la ville de Phoenix pendant 10 minutes en 1997 avec des lumières alignées et qui a occulté la lumière des étoiles, le ciel était parfaitement dégagé à ce moment-là, et qui s'est volatilisé en une fraction de seconde après avoir survolé au ralenti et sans un bruit, parce que là aussi c'est assez phénoménal, mais euh, tous ces déplacements dans notre atmosphère se font sans le moindre bruit, sans le moindre bang sonique, ce Oui, qui ça en dit long accrédite sur le déplacement de ces voilà, engins. ce qui accrédite encore, ce qui accrédite d'autant plus la véracité donc, de ces témoignages. Donc voilà. J'en profite pour faire un peu de pub pour OVNI Paris. Ça a été Laurent Chabin fait une démonstration avec des schémas, des reconstitutions par CGI sur cette affaire des Lumières de Phoenix. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, OVNI Paris. Je ne me souviens plus quelle année, mais bon, c'est facile à trouver. Ouais, excuse-moi, ouais, j'en ai fini avec mon aparté. Non, mais voilà ce que j'avais à dire dans un premier temps. Si on peut Eh discuter. ben, merci beaucoup. Que, messieurs, dames. On va entamer la deuxième partie, questions et réponses, enfin, disons dialogue. Dialogue, oui. Voilà. Insulte, si vous voulez. Bah, ce sera purement virtuel, donc ça ira. Ça. Non, non, je ne pas. Non, non, mes auditeurs sont civilisés. Les insultes, on n'en a Non, jamais. non, non. Je, je plaisante. Donc, voilà, démarrer la vidéo. Ouais, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, moi, j'en ai des questions, quelques-unes que j'avais préparées. Alors, tu en as répondu déjà à la première en partie. Ma première question, c'était, connais-tu des témoignages français ou étrangers qui militent pour ton hypothèse? Donc, tu en as déjà cité un. Alors, il y a Ah, Tim Peake. putain. Il y a Tim Oui, Peake, l'astronaute. Autrefois, il y a Jacques Vallée qui avait mis moi-même cette hypothèse, mais sans en faire un livre. Jacques Vallée, parce que. Mais Jacques Vallée pensait à une manipulation du temps dès les années 70. Voilà. Et j'ai appris aussi récemment que Steven Spielberg croyait aussi à cette hypothèse. Enfin, et d'ailleurs, actuellement, il tourne un nouveau livre, un nouveau film sur les ovnis qui s'appelle Discossure, enfin je ne sais pas, ou The Disc, qui va sortir au mois de juin prochain. Et j'ai l'impression qu'il va développer que l'hypothèse du voyage dans le temps sera au centre de ce nouveau film ah, ouais, qui, excellent. qui sort l'année prochaine. Oui. Et il y a quelques astronautes oui, qui partagent le Tu même avec penses? moi aussi. Ouais, D'accord. merci. Oui. Qu'est-ce que Et Michael tu... Masters.
Michael, comment? Michael Masters, que je citais tout à l'heure, D'accord. un anthropologue du Montana, lui qui a Ah publié un oui, livre en 2019 sur la morphologie des occupants et qui pense que les ovnis viennent du futur aussi. oui, c'était Mais il s'intéresse uniquement aux occupants des ovnis, enfin uniquement aux humanoïdes. c'est D'ailleurs, amusant, c'est 96%, oui, oui, j'écoute. 96% des. On n'a jamais observé, par exemple, de monstres quadrupèdes ou de monstres à trois têtes ou des pieuvres géantes, etc. C'est tout le temps, c'est pratiquement systématiquement des humanoïdes qui nous ressemblent avec une tête, deux bras, deux jambes. Oui, ce genre de composition. Le pire, le plus compliqué qu'on puisse avoir, le plus étrange, c'est les mantes religieuses, donc des visages d'insectes. Mais à part ça, c'est toujours, Ah si, je ne me souviens plus. S'il y a un témoignage, il y avait un témoignage d'une rencontre du troisième type où on avait affaire à un humanoïde à tête d'aigle. Mais je ne sais pas, d'accord. je me demande si ce témoignage est fiable ou pas. Parce que la Je ne plupart sais des pas. rencontres du troisième type, ce sont des rencontres falsifiées. Alors, je Enfin vois bon, que des auditeurs ont commencé à bouger. Je vois Jean Serror, par exemple. Oui, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi de me présenter comme ça, je viens d'être opéré du glaucome, c'est une parenthèse. Alors, non, j'ai beaucoup apprécié vos interventions, enfin votre présentation. Et là, je voulais vous signaler là, que je suis tombé sur un article de Hub Digital, sur un article très intéressant qui corrobore un peu l'hypothèse de M. Marty. Euh, les grilles, programmes secrets de voyage dans le temps de la CIA. Des nouvelles preuves et des dossiers classifiés de la CIA suggèrent que les grès, ces mystérieuses extraterrestres gris aperçus lors des rencontres avec les OVNI, ne seraient peut-être pas du tout des extraterrestres, mais des humains du futur voyageant dans le temps pour empêcher leur propre extinction. Après la mort du génial inventeur Nikola Tesla en 1943, les agents américains ont saisi des documents privés. La rumeur veut que ces dossiers contiennent des notes détaillées sur la manipulation de l'espace-temps, ainsi que des plans de technologie bien en avance sur leur temps. Je ne sais pas ce que vous en Voilà. pensez. alors j'ai pas tout entendu. Et oui, Après, oui, mais ça corrobore, oui, ce que je dis, oui, que les petits gris seraient des Homo sapiens du futur, enfin, que voilà. l'humanité serait visitée par elle-même, et ce qui expliquerait l'absence de. Et c'est une hypothèse, oui, pour moi, optimiste en fait sur l'avenir. Enfin, à la fois optimiste et pessimiste, parce que visiblement, ils ne savent pas à quoi ressemble le passé. Peut-être que la Terre, entre-temps, a subi des destructions massives suite au passage d'une comète, d'une planète errante peut-être, ou d'un objet céleste. Mais on peut s'imaginer n'importe quelle catastrophe, même un conflit atomique, dans les années ou décennies à venir, et ce seraient des survivants de l'apocalypse, quoi. Ce seraient des lointains survivants de l'apocalypse, et qui essaieraient de prévenir l'humanité d'un danger de ce côté-là. Mais là, ce ne sont que des hypothèses. Euh, on n'a aucun élément pour dire pourquoi ils sont là véritablement et, et pourquoi ils sont là, dans quel but, est-ce qu'ils veulent vraiment, parce qu'ils ne préviennent pas véritablement. Pardon? Oui, Vous entendez? Oui. messieurs, dames. À ce moment-là, j'ai une autre question. Euh, Est-ce que tu connais tu connais. Tu as entendu parler des idées de Guillemot? De Guillemot? Guillemot, ça te Non. dit rien? Ok. C'est un physicien qui a beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle, mais qui s'est aussi intéressé aux ovnis et qui a des théories assez intéressantes sur le temps. Pour lui, en fait, le passé, le présent et le futur sont là simultanément. Ah oui, Et il alors, pense, oui, ouais, c'est ça. Comme je disais, alors simultanéité, il faut se méfier de ce terme-là. Ils ne sont pas vraiment simultanés, mais comme je disais tout à l'heure, ils n'existent pas en même temps, mais à la fois. À la fois. Il faut s'imaginer le temps comme une espèce de mer avec des vagues.
Voilà. Tout à l'heure, je disais, ici, il y a un témoignage quand même, un témoignage d'OVNI qui parle clairement d'un contact avec le futur. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Vous avez entendu parler de l'épisode de la forêt de Redleshlam en 80, en décembre 80. Oui, tout à Ça se fait, en passe en Angleterre, Angleterre, dans l'est de l'Angleterre, oui. dans l'est de Sud-est de l'Angleterre. C'est une l'Angleterre. patrouille américaine qui a été confrontée dans une forêt à un soleil rouge qui, euh, qui éclairait la forêt, qui s'est séparé soudainement, rapidement, en 5 objets distincts. Et l'un de ces militaires a été en contact télépathique, dit-on, un certain Jim Penniston avec les occupants des objets. Et par voie télépathique, on lui a confié une série de codes binaires. Et paraît-il que les occupants des objets ont déclaré qu'ils n'étaient pas des extraterrestres, mais des terriens originaires d'un lointain avenir appartenant au 9e millénaire. Où, c'est la seule fois où un contact ait lieu, où les occupants disent clairement qu'ils viennent du futur et même ils donnent une date. Le 9e millénaire, c'est-à-dire les années 8000 et quelques. Alors bon, euh, je ne sais pas si ce témoignage est vraiment digne de foi. On le présente comme étant le Roosevelt anglais. Bon, mais si tant est que ce soit vrai, eh bien ce serait quand même la première fois qu'on parlerait clairement d'un voyage, enfin, d'un contact avec une civilisation future. Ils n'ont rien dit sur leur futur. En revanche, ils sont complètement muets sur ce que pourrait devenir la civilisation dans un futur lointain. Parce qu'il s'agit d'un futur évidemment très lointain. C'est pas la fin du XXIe siècle. Hein. C'est pas vos petits-fils qui viennent vous voir. Hein. Ce sont il y a autant de différences entre eux et nous qu'entre nous et les Néandertaliens ou les Homo erectus. Hein. C'est une race. L'espèce humaine, c'est littéralement métamorphosée. On peut parler d'une espèce différente de nous, pratiquement. Bon, voilà. Ok. Oui. Quelqu'un d'autre a une question? Non, il n'y a pas de... Laurent, peut-être, non? Il faut qu'il lance son nom. J'ai cru voir une femme. Oui, il y a des femmes, il y en a plusieurs. Par exemple, Idélie. Quelqu'un qui vient de rentrer, mais seulement maintenant. Je vais faire admettre. Parce que le monde ufologique est aussi dominé par des hommes. En majorité, il faut le reconnaître. Euh, le- Laurent, non? Non, je n'ai pas de remarques, mais j'allais bien citer, oui, j'allais citer s'il ne l'avait pas fait, Rendlesham, effectivement. On connaît tous les deux, Que, je crois. ouais, ouais, On y est allé c'est à sacrée affaire. Dolchon. Ouais. Et il y a aussi Nadia. Nadia. Voilà. Je voulais savoir, nos intervenants, d'où appellent-ils? Alors, la magie de l'informatique fait que c'est de toute la France et voir de plus loin. Ça peut être c'est tous des francophones, évidemment, mais ça peut très bien être la Suisse, voir le Québec. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens du Québec. Je crois pas qu'il y en ait aujourd'hui. Hmm. Est-ce qu'il existe des routes du temps? C'est-à-dire, dans tes recherches, est-ce que tu es tombé sur l'idée que, voilà, une fois que les ovnis sont dans notre présent, en fait, ça ferait que dans notre présent au futur, il y aurait comme une route qu'on pourrait emprunter. Elle Alors serait là, créée. il est Non, difficile de répondre à cette question. Hein. Il est c'est difficile un de peu. répondre à cette question, mais euh, je disais, bon, l'hypothèse centrale, c'est de dire que ces ovnis, pour voyager dans le temps, voyagent forcément dans l'espace. Enfin, ils utiliseraient les trous noirs à des fins temporelles. Alors quand je dis pour voyager dans le temps, il faut voyager dans l'espace, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore mentionné, c'est le fait qu'il ne faut pas s'imaginer la machine à explorer le temps comme celle d'H.G. Wells dans le film de Gregory Pal en 1960. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, où il Oui. se retrouve 800 000 ans plus tard au temps des Élois. Et puis, bon, il rejoint ce monde des Élois, il déplace, et à un moment, sa machine est à l'intérieur du temple des Morlocks, donc il veut déplacer à la fin du film la machine en question qui était à l'intérieur du temple, à l'extérieur du temple. Donc il ramène la machine dans son laboratoire en 1899. Hein. Bon, mais là c'est dans le cas
où la Terre serait immobile. Parce que le fait est que la Terre se déplace dans l'espace. Ça, on Ah, l'oublie souvent. Ouais. absolument. Elle se déplace dans l'espace à raison de 107 000 km/h et le Soleil lui-même n'est pas fixe. Le Soleil se déplace à raison de 800 000 km/h autour de la galaxie, du noyau de la galaxie. Il fait un tour de la galaxie, de la Voie lactée, en 250 millions d'années. 250 millions d'années. Et, et donc, pour retrouver, par exemple, la Terre de Christophe Colomb, des grandes découvertes de la fin du XVe siècle, eh il nous faudrait franchir plusieurs années-lumière, en tout cas plusieurs milliards de kilomètres dans l'espace, pour retrouver la Terre là où elle était au moment de la première traversée de l'Atlantique par les Et à la caravelles de Colomb. position exacte, puisqu'en plus elle tourne en 24 heures sur elle-même. Oui, ouais, Euh, alors, euh, donc la Terre est animée d'un double mouvement, le Soleil lui-même est animé d'un mouvement, et je ne parle pas de la Voie lactée qui elle-même est animée d'un mouvement de 2 millions de kilomètres à l'heure autour du noyau central de l'amas de galaxies. Donc c'est vertigineux, quoi. Alors évidemment, quand je dis ça, alors là, le voyage dans le temps semble encore plus impossible. Donc là, sur ce plan-là, de toute façon, les extratemporels sont forcément des gens qui les routes de l'espace, pour te répondre, les routes du temps sont forcément des routes spatiales. Les routes temporelles et les routes spatiales sont intrinsèquement liées. On ne peut pas et, imaginer un voyage comme ça. On va pas faire un voyage dans sa cave. Quoi. On va pas imaginer une machine à explorer le temps, une petite sphère comme dans Black et Mortimer, une petite sphère. Avec un engin, on se retrouve tout d'un coup au temps des croisades ou au temps des guerres médiques. Euh, avec un clic comme ça. Non, on était obligé de conduire une fusée. On était obligé de se déplacer dans l'espace. A priori. Bon, Ah oui, au départ. pas une sauf si... force. allô? Mais oui, il y avait une question, c'est obligatoire. Ah, j'ai disparu. Hmm. Non, vous êtes revenu. C'est ce qui Ah, se passe quand on ne parle plus, la machine, le système automatiquement switch l'écran. Ah bon. Polyèdre, peut-être que notre ami Polyèdre, peut-être... Moi, je vois plus ok, personne. ouais. Je pense que il n'y a pas énormément de questions. Bah, s'il n'y a pas tellement pas plus de questions, on va abréger, hein, c'est pas... Tout est clair pour nos auditeurs. Oui, ou je crois peut-être sont un peu comme moi. C'est des hypothèses tellement énormes et difficiles À à admettre. manipuler, à comprendre, que on ne sait pas, on J'espère que hésite à j'ai pas poser des été. questions. J'espère que je suis pas trop complexe dans ce que je dis. J'espère que c'est clair. Non? Oui. Oui. Bon, pas d'autres questions, messieurs, dames? Bon. Allô, allô, y a-t-il Bon. quelqu'un au bout du fil? Eh bien, on va arrêter cette réunion. Voilà, fort intéressante. Je remercie notre très passionné Luc-Marie. Je vous Euh, remercie aussi de m'avoir invité. Hein. et puis, donc, je Moi, vous recommande le livre, voilà, hein, que je enfin, c'est représente. toujours. Voilà. Et Enfin, plus donc, on en parle, mieux c'est. Hmm. voilà, bien sûr. Eh bien, je vais mettre donc, comme j'avais dit en introduction, je vais mettre cette conférence en ligne dès que, bon, je suis un peu occupé en ce moment, mais ça devrait pouvoir se faire pour la fin de la semaine ou le début de Ah la oui, semaine prochaine. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis voilà, à bientôt sur OVNI à Paris. bientôt. Ouais, À merci. bientôt dans le futur. dans le futur, oui. Allez, au revoir. Au revoir.